Alors là on est dans ma cuverie, cuverie qui a été créée par mon père en fait. Quand il est arrivé ici, en fait c'était un peu la basse-cour en fait, c'est là où il y avait les animaux. Et donc il n'y avait rien du tout. Et il y avait même un étage au-dessus où il mettait les foins pour les animaux. Bonjour à tous, c'est Adrien. Aujourd'hui, on se retrouve de nouveau avec Antonin Azzoni. On sera donc dans sa cave, dans sa cuverie. On va donc parler de vinification nature et notamment de l'hommage à Robert 2015 qui est dans le coffret du mois de juillet que vous pouvez encore commander jusqu'au 15 juillet sur jusdelavigne.fr. Bonne vidéo à tous. Ici, dans la cuverie, le raisin arrive par en haut. On le charge directement dans des cuves qui font 75 hectos. Ça fait 7500 litres. On va le laisser macérer en grappe entière, principalement, pas sur tout, mais sur les deux tiers, les trois quarts même de ce qu'on fait ici, c'est la grappe entière. Et la macération va durer entre 7-8 jours pour le minimum, jusqu'à 25-30 jours pour le maximum. Et une fois que la macération est finie, on va passer au pressoir. Le pressoir, c'est un pressoir Valin. Il a été construit, ça c'est des séries qui ont été construites entre 58 et 61, mais qui étaient en Bourgogne à la base et puis qui a été ramené ici au début des années 80. Et on a toujours gardé le même système finalement depuis 30 ans. Tout est fait à la main dans le sens où la cave est trop petite pour pouvoir mettre des tapis. Donc du coup, j'embauche un collègue avec moi et puis on porte tout à la main les raisins. Donc on va brasser les raisins entre le moment où on les prend dans la vigne, parce que c'est moi qui organise tout le transport et la manutention des raisins. Jusqu'ici, on va brasser les raisins 4 à 5 fois. En gros, on va les porter 4 à 5 fois. C'est assez classique, hein, c'est assez facile comme... techniquement, c'est assez facile comme vinification. Après, on va plutôt suivre le développement. Donc, moi, je fais un petit peu de remontage de ce qu'on appelle. Donc, on va tirer le jus par en bas, on va le remettre par-dessus. Il n'y a pas de pigeage ici, parce que les cuves sont fermées en haut, il n'y a pas de chapeau flottant ou quoi. Nous, l'esprit du raisin et l'ange, c'est plutôt de donner une direction aux raisins sans leur imposer quoi que ce soit. On va leur imposer le fait d'être dans une cuve, c'est la chose qu'on leur impose vraiment. Mais après, on va essayer de voir un petit peu, au fur et à mesure des jours et de la macération, ce qu'on va en faire. En fait, quand je ramasse le raisin, j'ai mon idée de ce que je veux faire. Le raisin a son idée à lui. Et en fait, toute notre histoire, finalement, c'est un compromis entre ces deux-là. Entre moi, ce que je veux et ce que le raisin a envie de faire, finalement. Donc du coup, c'est pour ça que chaque année, c'est différent. Et chaque année, j'utilise pas forcément les mêmes variétés dans mes cuvées. Donc, hommage à Robert, par exemple, en 2015 et 2016, c'était principalement du gamay. Là, en 2017, là c'est en bouteille, mais j'ai pas encore effacé le truc. Mais en 2017, on est sur du merlot et un petit peu de gamay. Ici, les cuvées sont faites vraiment par esprit plus que par variété. C'est-à-dire que l'hommage à Robert, c'est une cuvée où l'esprit doit être glouglou, facile. Voilà. Donc après, selon les années, il y a des raisins qui vont être plus glouglou que d'autres, les variétés. Et donc du coup, on va plutôt prendre ça, voilà. Donc c'est pour ça que chaque année, on va dire que les assemblages vont changer chaque année, mais l'idée du vin reste la même en fait, et donc l'étiquette reste la même aussi finalement. Voilà. J'aime pas les vins trop puissants, trop dans l'alcool. Moi j'aime les choses plutôt souples, plutôt glouglou. Voilà. Moi c'est les vins que j'aime. En fait, mon père faisait pareil aussi, mais on fait d'abord du vin pour nous dans le sens de nos goûts, avant de penser à nos clients. Principalement, c'est d'abord les vins qu'on aime boire et qu'on fait. Et un jour, il y a une personne qui s'appelle Jean-Marie Guffens et un collègue à mon père qui fait du Mâconnais et qui me disait, moi je fais du vin pour moi, mais vu que j'en ai trop, je le vends aux autres. C'est un petit peu cet esprit-là. Après, mon père, lui, a été formé beaucoup entre Pommard. Lui, il vient de banlieue parisienne à la base. Quand il s'est formé dans le vin, il a beaucoup bossé à Pommard, à Volnay et sur Mâcon aussi. Donc, du coup, dans des esprits
plutôt bourguignon, plutôt facile et glouglou, on va dire, plus que dans l'esprit bordelais avec la puissance et le tanin. Donc du coup, c'est vrai que c'est plutôt, moi j'ai été élevé là-dedans, donc c'est aussi mes goûts finalement à la fin. Et c'est vrai que c'est un petit peu, on préfère faire des choses plutôt comme ça. Enfin, moi je suis largement plus amateur de Bourgogne et de Jura plutôt que de Sud-Ouest en général dans les vins. Mais maintenant on peut faire un peu de tout partout, donc c'est ça qui est intéressant. Mais c'est vrai que c'est un petit peu les macérations carboniques principalement viennent de là. Alors on parle de carbonique, c'est un mot qui désigne, c'est très large comme mot. Après une carbonique, ce qu'on appelle pure, ça, on va tirer les jus, on va laisser uniquement la fermentation en masse. Ça je le fais principalement sur Hommage à Robert. C'est chaque année, on va, selon l'année, on va décider de plus ou moins laisser du jus à l'intérieur. Et notre boulot de vinificateur finalement prend son sens à ce niveau-là. Et ça c'est vraiment la direction qu'on peut donner au vin, c'est celle-là. Après ouais, c'est vraiment le vin qui se fait par lui-même, voilà, tout seul, il n'y a pas besoin de moi spécialement. Nous, on écoute, on regarde, on sent et on goûte pour faire les sens, mais on fait très peu d'analyses en labo, et ce qui au début était un peu dur pour moi en tant qu'ancien chimiste, mais finalement on se réfère d'abord à notre intuition, à notre feeling, plus que par rapport à des analyses. Et une fois que c'est fait, là on va analyser pour voir un petit peu ce qu'il a à l'intérieur. Mais en général, ça ne fait que confirmer ce qu'on pensait, quoi. On a rarement des surprises aux analyses. Heureusement non. Mon père, lui, il a eu quelques soucis au début. Après, les vinifications naturelles, c'est beaucoup basé sur de l'empirisme et sur de l'expérience. Donc du coup, quand on n'a pas d'expérience au début, on fait des conneries. Mais plus on avance dans l'âge, et enfin, je parle pour mon père, hein, et moins on en fait finalement. Et lui, il est toujours là quand même pour me chapeauter un petit peu de ce point de vue-là. Quand il arrive à déceler des petites choses que moi, j'arrive pas encore à déceler dans les vins, avant même que ça commence vraiment à sentir. Et ça, c'est uniquement de l'expérience qui va parler. C'est pour ça que j'ai jamais mis de soufre, et j'en mettrai pas en tout cas ici, ça c'est sûr. Mais j'aime à penser que mon soufre à moi, c'est plutôt mon père. C'est dans le côté de se rassurer finalement. Et des gens qui font du vin nature et qui souffrent un peu, finalement à la fin, c'est pas parce que l'envie de voilà, c'est aussi de se rassurer, de pouvoir vendre aussi la production, parce qu'on a des enjeux financiers qui sont quand même plus ou moins conséquents selon les situations. Moi ici je suis locataire, donc j'ai pas de crédit d'achat, j'ai pas de crédit immobilier sur le dos, donc ce qui me permet d'être un peu plus libre en tout cas dans mes choix, en tout cas derrière, et ça me convient finalement plutôt bien, ouais. Les choses qu'on peut déceler, c'est par exemple des malolactiques qui se font pendant la macération. Si ça se passe comme ça, en général, on va faire un petit peu de volatile, d'acidité volatile. Donc c'est un petit peu ce qu'on essaye d'éviter. On parle d'acidité volatile, il y a un S, hein, c'est pas que le vinaigre, c'est tout le reste des composés aussi. Quand le milieu commence à partir un petit peu sur ces trucs-là, il peut y avoir des petites odeurs, même à l'oreille, on peut écouter la fermentation, elle se fait légèrement différemment, et c'est ça qu'on va essayer de déceler finalement le plus tôt possible. Après, qu'est-ce qu'on peut faire? Si c'est en macération, on va presser, on va tout de suite le mettre en jus, on va pas le laisser en matière. Si c'est déjà en jus, on va essayer de soutirer, de faire un soutirage. Notre seule arme, c'est notre pompe, hein. Il y a que ça. Et donc on va essayer de le soutirer, de changer son milieu. Et des fois, le fait de changer son milieu, ça va aussi changer un petit peu la suite en fait que ça donne à la chose. Il y a aucun moyen curatif. On est tout le temps dans quelque chose qui est plutôt, c'est même pas de l'homéopathique, on essaye plutôt de prévoir un petit peu ce qui va pouvoir se passer. Et ça, finalement, c'est une relation qu'on a avec nos peurs, avec ce qu'on a envie de faire, nos peurs, et ce sur quoi on s'est engagé. Parce qu'on a des clients, des fois, qui nous achètent notre vin avant même de l'avoir goûté, qui nous font 100% confiance. C'est une très grande marque de respect, et ça, c'est un truc qui fait vraiment plaisir. Par contre, c'est vrai qu'on se doit un petit peu de pouvoir faire quelque chose qui soit buvable au moins pour eux.
Voilà. Donc on fait du vin pour nous, mais c'est pour ça qu'on pense quand même un minimum aussi à nos clients qui sont derrière un petit peu. C'est un millésime 2015 assez difficile, très chaud, très solaire, et donc très concentré, et souvent avec des petites acidités volatiles qui sont là. Moi, c'était ma première année où j'achetais des raisins un petit peu de partout. 2014, j'ai acheté la dernière année de raisin de mon père sur ses vignes en location, donc c'était plus facile pour moi. 2015, c'était vraiment, on connaissait ni les terroirs, ni les levures, on n'avait jamais travaillé avec. Et donc du coup, là, c'est vrai qu'on a dû mettre en place des petites astuces finalement pour mener à bien notre vinification. C'est ce qu'on appelle un petit peu le côté rock'n'roll, un petit peu dans nos vins aussi. Mais avec le temps, ça se fond et ça, voilà. Au début, c'est un petit peu dur parce que quand on goûte les vins et qu'on n'en est pas content, c'est vrai qu'on a envie de faire quelque chose, mais on ne peut pas faire grand-chose non plus. Donc on passe pas des très bonnes nuits au début. Il faut aussi savoir relativiser. C'est vraiment un petit peu ça aussi l'aventure entre guillemets de faire du vin naturel. C'est on n'est jamais sûr de ce qu'on va faire. On pense à des choses, on conçoit des choses, voilà, mais au final, c'est le raisin qui parle. C'est pas forcément le vigneron, c'est le raisin qui va parler. Donc si le raisin il veut aller d'un côté, nous on peut essayer de lui mettre une petite digue ou deux pour qu'il voilà, mais on pourra pas le stopper, on pourra pas lui mettre de barrage. Donc du coup, on va essayer de l'accompagner au mieux finalement dans ce qu'il est et dans sa personnalité, quoi. Donc on va vraiment travailler, on travaille sur des choses vivantes qui vivent aussi. Et donc du coup on va essayer de l'amener au mieux vers son plein potentiel, quoi. Dans la cuve en elle-même, il n'y a que du raisin qui rentre et pas de drapeau, pas de dégazage à l'azote, pas de choses comme ça. Donc des fois oui, c'est un petit peu brutal pour les vins un petit peu derrière, quand on les goûte, quand on ouvre la bouteille, ben, y a du gaz, il y a un petit peu de travail et un petit peu de vie qui a bossé un petit peu pendant ce temps-là. Mais ça fait aussi partie, si tu veux, de ce qu'on fait, quoi. Il faut le prendre en compte, c'est pas un défaut, on travaille avec les défauts et on n'est pas là pour... Enfin, défaut, c'est encore après une définition à apporter, mais il n'y a pas de défaut dans le vin, il n'y a que des goûts, et des goûts plus ou moins élégants, enfin, qu'on va aimer ou pas finalement, mais voilà, on travaille avec tous les goûts qu'il peut y avoir, et donc du coup ça va être aussi ça le travail du vigneron, enfin du vinificateur, c'est de pouvoir proposer quelque chose avec des goûts qui soient pas trop loin du référentiel global, parce que sinon on est trop à côté, on va dire, mais en même temps garder sa particularité, sa typicité finalement, et donc ce qui demande à être légèrement à côté des standards aussi. Donc on navigue tout le temps en transe de goût et d'odeur que peuvent avoir les gens qui boivent notre vin, nos références à nous de goût et d'odeur qui sont différentes aussi, pour chaque personne c'est différent, et puis le raisin, lui, de ce qu'il va donner aussi à la fin. C'est un ménage à trois, c'est un petit ménage à trois. Question, pourquoi avoir mis du Gauguin? Alors ça, là, je sais pas si on le voit sur les cuves, en fait, pour les douanes, moi je suis obligé de les appeler cuve numéro 1, cuve numéro 2 et ainsi de suite. Mais en fait, avec mon père, lui, depuis le début, lui, ses cuves, il les a appelées par des noms. Donc elle, c'est Albert Camus. À côté, on a Jacques Brel. La troisième, c'est Chaplin. Et la dernière, c'est Zola. Et alors c'est en référence à ce que mon père pouvait lire ou regarder voilà, à l'époque, mais c'est vrai que quand on parle entre nous deux avec mon père, on dit Camus, Zola, Brel. C'est aussi un moyen de personnaliser un petit peu les cuves et de personnaliser un petit peu. Il y en a qui donnent des noms à leur téléphone et à leurs ordinateurs. Là on donne un nom à une cuve, quoi. Finalement c'est voilà, on essaye de personnaliser un petit peu les objets, quoi.